Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre magazine À vous de convaincre. À vous de convaincre, ce magazine qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous allons du côté du pays de Toumaï et je reçois pour l'occasion 3 journalistes et pas les moindres. Nous avons ici à ma gauche M. Makaïlang Ebla, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc, vous êtes journaliste, ancien conseiller aux droits humains du président de transition. Tout à fait. Désormais élu président de la République au Tchad. Oui. Merci d'être là. Merci. Et à ma droite, nous avons Ferdinand Haïté. Ferdinand, vous êtes... bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes journaliste d'origine togolaise et directeur de publication du journal L'Alternative au Togo. Merci. Oui, c'est désormais en France. C'est ça, exactement. Merci d'être venu. Merci, Oluka. Merci. Merci pour l'invitation. Cara Soli, que je ne présente plus. Cara, bonjour. Oui, bonjour Roka. Notre chroniqueur. Exactement. Merci d'être à mes côtés pour débattre durant ces 1 heure avec le sujet brûlant du moment, l'élection présidentielle au Tchad. Allons sur le terrain. Dans le bureau de vote de la grande poste de Djambal Ngato, à 2 pas de la présidence, dans le centre de N'Djamena, quelques électeurs ont commencé à voter 3/4 d'heure après l'ouverture officielle du scrutin. Les Tchadiens sont optimistes quant au changement. C'est ce que je suis venue aujourd'hui pour faire maintenant mon choix et prendre un bon président qui peut changer maintenant le pays et même aider les jeunes à évoluer. Je veux un changement dans mon pays. Le pays a traversé beaucoup de tribulations. Durant longtemps, on vote, mais on n'a pas la paix du cœur. Alors je veux que ce jour qui se lève et que le soleil qui se couche, que la justice et l'égalité règnent dans mon pays. Alors, Karasoli, nous venons d'écouter certains retours en arrière, on va dire, ces 2 électeurs, hommes et femmes, directement au Tchad, comme je le disais, au pays de Toumaï. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce que c'est que ce pays qui se situe entre l'Afrique centrale et l'Afrique sahélienne? Effectivement, Roka, donc nous sommes aujourd'hui au Tchad. Je pense que tout le monde a son passeport. Et nous irons donc au Tchad. Le Tchad, c'est un très très grand pays, une superficie de 1 300 000 km², une population de 17 400 000 et avec 48% de la population à moins de 15 ans, comme le reste de l'Afrique. Deuxième pays le plus peuplé de la CEMAC, derrière le Cameroun. 2 principaux groupes dominent. Les Arabes représentent 16 000... les Arabes, la communauté arabe est quasiment majoritaire. Et les Goran également. La richesse du Tchad, c'est le pétrole. Et 80% de son exportation qui représente 40% du budget de l'État. Et le PIB du Tchad, 11 milliards d'euros. Et donc le produit intérieur brut. Après le décès tragique du président Déby, et un gouvernement de transition a été mis en place, dirigé par son fils, Mamad Idriss Déby. Donc la victoire du oui au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 voit la nomination de l'opposant Success Massara à la tête du gouvernement, et ce qui devrait faciliter la fin de la transition et l'organisation d'une élection présidentielle décisive le 6 mai dernier. Donc aujourd'hui, eh bien, Roka, c'est l'objet de l'émission. Nous allons parler donc de cette élection qui s'est déroulée au Tchad et qui donne le président sortant, Mamad Idriss Déby, gagnant à 61%, suivi de son Premier ministre Success Massara, 18%, et du 3e candidat qui est arrivé avec 16% d'électeurs. Donc voilà. Le décor est planté, donc nous allons aussi parler, si vous le permettez, quelques mots sur l'économie, donc la conjoncture donc, qui était favorable en ce moment pour lui. Le Tchad tire 40% de ses recettes de l'État de l'exportation du pétrole et l'inflation qui représente 7%. Et le Tchad a son principal partenaire qui est privilégié, qui est la France. Leur échange s'élève à 531 millions d'euros en 2023, dont 296 millions à l'avantage du Tchad. Voilà, Roka. Voilà, le tableau est peint.
Le décor est planté par notre éditorialiste Karasouli. Chers téléspectateurs, nous allons commencer cet échange avec notre invité, comme je le disais à ma gauche, origine du Tchad. Monsieur Guebla, nous venons de suivre cette fiche signalétique de votre pays, le Tchad, par notre chroniqueur Karasouli. D'entrée du jeu, quel était votre état d'esprit quand vous avez appris déjà en amont pour les élections et après par rapport à l'élection du président Mahamat Idriss Déby? Merci beaucoup. Moi, je suis en tant qu'observateur de la scène politique. J'ai eu le privilège de rentrer au Tchad en 2021. Comme il a dit dans le chronique, c'est que je suis rentré pour apporter ma contribution à la transition tchadienne. J'ai été nommé successivement conseiller chargé de mission puis conseiller aux droits de l'homme. En 2 ans, j'étais au Tchad pour observer la situation, accompagner la transition. Et après, au bout de 2 ans, on a constaté qu'il n'y a pas une volonté réelle d'ouverture parce qu'on était parti pour tester cette ouverture démocratique liée à la mort du président Idriss Déby. Et dans ce contexte, le président Mahamat Idriss Déby a tendu la main à tout le monde. L'opposition démocratique intérieure, la diaspora, le politico-militaire. Donc nous faisons partie de cette diaspora basée à Paris et qui sont allés pour apporter notre contribution. Au bout de 2 ans, nous avons constaté effectivement il y a des avancées, mais également des limites. Avancées, c'est qu'il y a eu un accord de Doha qui a permis au président Mahamat Idriss Déby de signer un accord de paix avec le groupe politico-militaire qui sont rentrés. Il y a eu également la tenue d'un dialogue national inclusif qui a réuni beaucoup d'acteurs politiques nationaux et extérieurs, mais également il y a eu cette constitution qui a été votée. Sauf que cette constitution a été votée, mais avec sous réserve de quelques partis politiques et quelques membres de la société civile qui ont vu à travers les dialogues politiques nationaux et à travers le vote référendaire la volonté du Mahamat Idriss Déby de conserver le pouvoir au détriment d'une proportion importante de l'opposition tchadienne. Moi, j'ai pu quitter le Tchad au mois de janvier dernier où j'étais en mission à Genève au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et puis après à mon départ mon poste a été supprimé donc j'ai continué à être à l'étranger pour observer. Sauf que en amont de ce processus électoral, il y a eu quand même une crise préélectorale liée effectivement à la mort de Yaya Djilou, opposant qui a été assassiné de manière la plus abjecte, qui est même du clan très proche et même cousin du président. Il y a également l'élimination, en fait, l'écart, la mise à l'écart de 10 candidats sur le 20 qui devaient compétir, dont parmi eux avait l'ancien ambassadeur du Tchad aux États-Unis, M. Hassabal Soubiane, il y avait également Koursami, il y avait d'autres candidats qui ont été recalés pour des raisons injustifiées. Donc pour nous, qui sommes observateurs pointus, on a pensé que M. Mahamat Idriss Déby, en écartant ces 10 candidats qui sont la plupart issus du nord du Tchad, donc du coup nous sommes interrogés pourquoi éliminer ça nous fait rappeler un peu à l'époque d'Idriss Déby. Son père à l'époque éliminait systématiquement tout candidat venant du nord du Tchad parce qu'il voulait opposer le nord au sud et c'est un discours classique que nous avons observé. Maintenant, c'est que après l'élection présidentielle, on a constaté qu'il y a eu un engouement, vous l'avez vu tout à l'heure, un engouement, participation massive des Tchadiens, des électeurs qui ont voulu exprimer leur volonté par les urnes pour un changement. Mais après cette élection qui s'est passée, on a constaté qu'il y a une précipitation dans la proclamation provisoire des résultats de l'Ange. Ouais. Et donc l'Ange qui fait pas l'unanimité, pourquoi? Parce qu'en fait l'Ange était considéré comme une institution inféodée au pouvoir. Le Conseil constitutionnel était également considéré comme une institution inféodée au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait le président de l'Ange est l'époux de Madame la mère de N'Djamena, et étant elle cousine proche de quelqu'un très proche du président de la République. Le Conseil constitutionnel est dirigé par M. Jean-Bernard Podaré, qui n'est autre que le porte-parole du parti au pouvoir, le MPS. Et de l'autre côté, la Cour suprême, qui est également quelqu'un qui a été ancien conseiller juridique du président de la République. Et donc, pour vous, en fait, tout est géré par un clan pour que M. Déby soit aujourd'hui élu. Et c'est ça qui explique la méfiance de l'opposition et de la société civile. Et un certain nombre de Tchadiens. Maintenant, au niveau des résultats, Succès Massara a parlé effectivement d'inversion des résultats. Et je pense on va y arriver. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans une précipitation dans la proclamation des résultats, mais également aujourd'hui, on assiste à une proclamation définitive de ces résultats. Monsieur Haïté, observateur aussi que vous êtes, les résultats ont été dits. Selon vous, quelle lecture faites-vous par rapport à ce scrutin présidentiel avec l'inclusion d'ailleurs de Succès Masra, le principal opposant à M. Déby,
qui a accepté, avec la médiation bien entendu du président congolais Félix Tshisekedi, pour repartir sur le terrain et travailler pour le gouvernement, ensuite se présenter comme le principal challenger ou bien le principal candidat face à Idriss Déby. Est-ce que vous pensez qu'il avait vraiment cette chance de réussir face au président de transition? Non, moi je pense que la situation au Tchad rappelle étrangement ce qui s'est passé chez nous au Togo, hein, parce que là, n'oubliez pas qu'on est dans un processus de dévolution du pouvoir du père en fils, et ça a commencé par le Togo, et ça s'est étendu au Gabon, et aujourd'hui on est au Tchad avec le décès du président Déby et son fils qui a été coopté au pouvoir, d'ailleurs avec l'appui de la France. Macron s'y est déplacé d'ailleurs au mépris des règles, et c'était clair que celui qui a l'armée, qui a l'argent et qui a l'administration était parti quand même pour gagner cette élection d'une manière ou d'une autre. Alors, l'opposant Succès Masra, qui était le plus en vue et qui a dû quitter son pays après les événements sanglants qu'on a connus et qui est revenu suite à la médiation, comme vous venez de le rappeler, je dirais que c'est aussi une habitude en Afrique où on va coopter les élites pour accompagner un processus démocratique dont on sait qu'il est vicié déjà au départ. Donc, Succès Masra s'est trompé de combat, il a fait preuve de naïveté. Pour lui, il pensait qu'en intégrant l'administration, en rentrant au cœur du pouvoir, il va avoir accès peut-être à tout le territoire, ce qu'il n'avait pas avant. Il va avoir aussi peut-être un peu d'argent. Un peu les moyens de l'État pour accompagner sa vision et son projet. Mais là, il découvre qu'en fait, c'était une désillusion. En fait, il aurait pu rester en dehors de tout ça. C'est de mon point de vue, c'est-à-dire qu'après la succession, après la médiation du président Tshisekedi, il aurait pu accepter rentrer au pays, mais pas en rentrant dans le gouvernement. Pas occuper le poste voilà, de premier il aurait ministre. pu garder une certaine crédibilité. C'est sur ça nous allons même revenir. Voilà, il aurait pu garder une certaine crédibilité. Voilà, il aurait gardé une certaine crédibilité en allant à ces élections-là, mais en rentrant dans le gouvernement pour une courte période quand même. Oui. Il y a quelle gloire à être Premier ministre 4 mois, 5 mois, 6 mois et à finir comme ça, parce que là, il est aujourd'hui en difficulté et ce n'est pas garanti que le président Déby, qui est élu de façon contestée, va le reconduire à son poste de Premier ministre. Et donc, voilà comment ça se passe en Afrique. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'avance pas. Et souvent, ce sont les élites qui acceptent d'aller au secours de certaines personnes qui prennent le pouvoir au mépris des lois, qui les enracinent et qui en deviennent après les victimes. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à votre question. Monsieur Karasoli, alors, Kara, oui. Alors, il y a d'autres observateurs qui pensent que les transformateurs ont été trahis. Nous avons débattu ici sur ce plateau bien avant les élections d'ici mai dernier que M. Masra, Succès, a trahi sa base. Et même, il y a d'autres confrères qui sont au niveau du Canada, qui ont été très virulents dans leur dénonciation par rapport à cette trahison. Est-ce que vous pensez que Succès Masra a fait, comme vient de le dire M. Haïté, a fait un mauvais calcul, une mauvaise politique, en abandonnant sa base pour aller se rallier, par exemple, au président de la transition, au président Déby, qui vient d'être élu maintenant d'une manière officielle, qui vient d'être légitimé par ces élections. Exactement, parce que donc il y a deux calculs politiques. Chacun a fait son calcul. Donc le camp présidentiel, comme il l'a dit, a fait son calcul pour le permettre d'être Premier ministre et comme ça pour avoir des élections crédibles. Et même si l'élection sera volée après, comme ça, il n'y aura pas de contestation. Donc, alors qu'il vient les deux principaux candidats viennent de contester. Battus officiellement, viennent de saisir la Cour constitutionnelle, bien sûr. Oui. Mais je ne pense pas que cela peut aboutir, bien évidemment, parce que le président Déby, qui a son calcul également, c'est-à-dire, enfin, lui, son calcul, donc, c'est de le faire venir et puis de pouvoir organiser en ne lui laissant pas assez de temps
de faire quoi que ce soit en tant que Premier ministre et d'organiser des élections pour les gagner. Et lui, Masra, je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que lui, son calcul, bien évidemment, c'est de pouvoir se présenter. Parce que s'il est en exil, peut-être que sa candidature ne sera pas aussi validée comme celle des autres. Oui. Donc, il peut être, en tant que Premier ministre, comme ça, il peut être dans l'appareil politique, bénéficier des moyens de l'État pour pouvoir faire sa campagne. Donc chacun a fait son calcul, mais en général, parce que cette situation, comme je l'ai dit en coulisses tout à l'heure, ça s'est passé en France aussi, entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Donc Lionel Jospin, Premier ministre, Chirac, Président de la République, donc une cohabitation, au finish, c'est le Président de la République qui a gagné. Au détriment de Lionel Jospin, tout bien entendu. Les élections présidentielles. Donc maintenant, exactement la même chose. Donc là, Idriss Déby a remporté les élections. Et maintenant, Succès Masara ne peut pas compter sur la base, sur la population tchadienne pour pouvoir l'aider à protester, parce qu'ils l'ont vu s'aligner avec le pouvoir. Et il y a même un Tchadien qui est basé en Angleterre qui était un fervent partisan de Masra et qui m'a dit franchement, si on le met devant moi, je le tue. Bon, ça ce sont vos propos avec votre correspondante depuis Londres. Exactement. Monsieur Nguebla, oui. Est-ce que vous pensez que c'était une illusion pour le premier des transformateurs, celui qui voulait transformer vraiment? Est-ce que vous y croyez d'ailleurs, bien avant qu'il intègre le gouvernement? Et que vous pensez vraiment qu'il devait, de l'intérieur, faire changer les choses en si peu de temps, comme l'a si bien dit M. Haïti? Justement, les deux ont pu évoquer effectivement les erreurs de Succès Masra. Quelqu'un qui était brillant en France, il a fait Sciences Po, puis la BAD, la Banque africaine de développement. Il atterrit comme opposant en 4 ans. Il a fait bouger les lignes, certainement. Il s'est fait connaître au niveau national, au niveau international. Maintenant, vient après les événements du 20 octobre, les événements les plus tragiques et marquants de l'histoire de la transition tchadienne. 300 morts. Des dizaines de morts, en fait. Non, 300 morts selon le rapport sérieux des ONG locales et internationales. Succès Masra, réfugié à l'étranger, à Londres puis à Paris. Et donc vient la médiation congolaise qui le fait rentrer en N'Djamena. Parce qu'il y a 2 alternatives. Soit qu'il reste à l'étranger, et donc du coup il ne pourra pas être candidat, et il rentre au Tchad, il devient Premier ministre dans un laps de temps, comme l'a dit Haïti, sauf qu'ils ne lui ont pas donné tous les moyens nécessaires. Le seul moyen qu'il a obtenu, c'est de pouvoir valider sa candidature comme candidat à la présidence. Est-ce qu'il croyait vraiment qu'avec... Donc, il n'était pas dû quand même. Peut-être qu'il ne maîtrisait pas un peu l'environnement sociologique de notre pays, ça c'est un. Et de 2, il ne connaissait pas la nature du président de la République. Parce qu'en fait, le président de la République est aussi malin, entouré par des conseillers qui ont été malins, qui ont dit laissez Succès Masra à l'international, il va continuer à nous poser de problèmes, parce qu'il va continuer à faire Bruxelles, Paris, Londres, etc., faire trop de bruit. Il faut l'emmener à l'intérieur et mieux le contrôler. Et il était tombé dans son problème. Donc du coup, c'est un piège mortel. Là, aujourd'hui, comme vous l'avez tout à l'heure dit, il a revendiqué sa victoire, sauf que la rue n'a pas marché. Et donc, si les gens sortaient, ils vont être réprimés, parce que vous savez très bien, l'armée tchadienne est l'une des armées la plus brutales que l'Afrique connaît, et qui œuvre, en fait, qui agit dans une totale impunité. Vous parlez à un Centrafricain qui est en face de vous. Voilà, vous connaissez très bien. Donc, du coup, le peuple tchadien terrorisé, martyrisé, etc., ne peut pas sortir, manifester pour un homme qui, pour le reste, est venu accompagner une transition. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure, c'est que des intellectuels viennent accompagner une transition qui a été certainement douloureuse pour beaucoup de Tchadiens. 2021, beaucoup de morts. 2022, beaucoup de morts. Un dialogue national qui n'a pas fait l'unanimité, une constitution votée qui n'a pas fait l'unanimité, une élection qui vient de se dérouler, mais qui est avec des rejets massifs des candidats. Donc, du coup, on va vers une situation extrêmement tragique. Pour moi, ce n'est pas un retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est un retour officiel vers un ordre exceptionnel. Pourquoi ? C'est que les Tchadiens ont connu à l'époque de Déby Père. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. Ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que Déby Père, en fait, il y avait une marge où les gens manifestaient. Ah oui. Aujourd'hui, l'espace des libertés civiques et politiques est restreint aux journalistes, restreint à la société civile, restreint à l'opposition, parce que tout était
interdit. Et moi, en tant qu'ancien conseiller, j'avais œuvré dans le sens que j'ai demandé au chef de l'État de faire en sorte que l'espace civique et politique soit déverrouillé, permettant à l'opposition de s'exprimer à travers des manifestations, etc. Là, aujourd'hui, au Tchad, depuis un certain temps, c'est que l'opposition est confinée à faire une conférence de presse dans des salles, mais pas dans la rue. Il y a un autre opposant historique, alors nous ne pouvons pas faire cette édition sans pour autant penser à lui, qui a aussi, on va dire, est-ce que vous pensez qu'il a été piégé aussi, M. Salih Kezabo Oui, M. Salih Kezabo... Pour être étouffé, pour ne pas être ce qu'il voulait être comme président de la République. Justement, M. Salih Kezabo, vous connaissez aussi bien, il a été un peu ramolli par le poids de l'âge, 30 ans de lutte, début meurt. M. Mohamed Idriss lui tend la main, il accepte. Il accompagne la transition, il était un des acteurs de l'accord de Doha. Il a été même nommé, à la place de Succès Massara, il a été nommé Premier ministre. C'est ce qui lui a valu aujourd'hui une hostilité entre les deux hommes, entre Succès Massara et Saleh. Ils ne s'entendent pas. Et Kezabo, qui incarnait un espoir pour le peuple tchadien, parce que c'est quelqu'un qui est un chevronné de la vie politique tchadienne. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils sont devenus, que ce soit Kezabo, que ce soit M. Alabo, que ce soit Galinga Tangote, que ce soit toute la classe politique classique tchadienne, aujourd'hui, elle est à genoux. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une tête après cette élection, une figure d'opposition? On est en train de recomposer, cette élection est en train de recomposer la vie politique tchadienne. Elle est en train de recomposer un peu et permettre une troisième voie qui est en train d'émerger. Cette troisième voie écarte Mohamed Idriss Déby, écarte également Succès Massara. Elle s'inscrit dans une logique de changement. Parce que là, les Tchadiens s'interrogent. Face à un climat aussi répressif, on vote une personne qui va encore durcir le ton, parce que, figurez-vous, aujourd'hui, l'espace de liberté civique et politique endurci, la bonne gouvernance est quand même gangrène notre société, l'impunité gangrène notre société, et donc les gens s'interrogent. Est-ce qu'on peut continuer à gérer de cette manière? Donc je suis convaincu que le fait que cette élection s'est déroulée avec marquant la victoire de Mohamed Idriss Déby, mais ça ouvre d'autres perspectives de lutte. Il va y avoir radicalisation sur le plan politico-militaire parce que les groupes politico-militaires ont émis un communiqué de presse disant qu'ils ne vont pas accepter cette victoire. Cette victoire, oui. Il y a également l'opposition démocratique qui a émis avant-hier un communiqué de presse disant qu'il faut appeler tout le monde à transcender les clivages pour s'opposer. Il y a la société civile aussi qui va être vent debout. Donc du coup, je pense que Mohamed Idriss Déby va gérer une transition, les 5 ans de manière difficile. Il y a également, vous vous rappelez très bien, il y a le conflit au Soudan qui est en train de prendre de l'ampleur et qui pourra avoir des conséquences sur le Tchad. Exactement. Et donc nous sommes en train de surveiller depuis Paris cette élection tchadienne et les conséquences qui en viendront. Monsieur Haïté, Ferdinand, alors dites-nous, pensez que les premières mesures que le président élu, s'il doit mettre en place un gouvernement, ce seraient lesquelles pour maintenir un peu la tension, pour ne pas qu'il y ait des échauffourées, tout ça et qu'on sort. Oui, comme dans ce genre de situation, on vous parlera de gouvernement d'ouverture. On sollicitera quelques candidats, recalés pour faire un peu le rafistolage, pour donner, comme venait de le dire le doyen, une certaine crédibilité autant aux élections qu'au gouvernement qui sera issu de ces élections-là. Et vous trouverez toujours des gens pour aller à cette aventure, tout en sachant qu'elle ne changera pas fondamentalement grand-chose dans le vécu de la population, parce que n'oublions pas qu'au Tchad, c'est un clan qui tient le pays depuis 90 ou 89, depuis que le père Déby est rentré à N'Djamena avec le départ de Abré. Et ce clan a fait mais basse sur tout le pays et n'a jamais réussi à construire une nation. Le frère le disait tout à l'heure, en disant le père Déby a opposé pendant longtemps le nord et le sud, parce qu'il n'y a que chez nous en Afrique que vous entendez ce genre de choses. On n'a jamais réussi depuis les indépendances à fondre toutes les communautés dans un creuset, à créer de véritables nations. On continue de raisonner en termes d'ethnie, de tribus, de communautés, parfois même dans certains pays de religion. Tout ce qui fragilise en fait les bases même d'une nation. Et donc le fils Déby ne fera pas mieux, parce que ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est de consolider son pouvoir, c'est de renforcer le clan présidentiel, d'éliminer même au sein même du clan les rebelles, parce qu'il y a le cas de Yaya Dilo, qui était un de ses cousins, qui a été sauvagement assassiné, son siège est rasé. Et d'ailleurs, dans ces événements malheureux, on a bien été surpris de voir que Succès Massara, qui était quand même qui était dans une coalition avec ce monsieur, n'a pas dénoncé avec la plus grande vigueur. Oui, mais il n'y a pas que Succès Massara. Est-ce que la communauté sous-régionale, on va dire la CEMAC,
CEMAC, l'Union africaine, la communauté internationale. Personne n'a dit oui, mot. mais ça commence de l'intérieur d'abord. Oui. Et Succès Masra et ce monsieur qui a été assassiné, ils étaient proches. Oui, Il aurait pu, ne serait-ce que choisir les mots durs pour condamner cet assassinat horrible, le fait qu'on a détruit le siège de son ami avec qui il faisait la lutte. Mais comme il était déjà au poste de Premier ministre, il ne voulait pas froisser le président. Il s'est contenté de son... Il ne voulait pas froisser le président, Oui. donc il s'est contenté d'utiliser des euphémismes, vous voyez, pour qualifier ces faits horribles. Lumière sera faite. Voilà, et tout ça, les enquêtes sont ouvertes, sachant qu'elles ne seront jamais fermées, ce qui se passe en Afrique. Et donc, du coup, On ouvre les enquêtes, mais on ne les fait jamais. jamais. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Déby, qui a un boulevard devant lui, mais n'oublions pas que l'histoire du Tchad, c'est quand même une histoire assez mouvementée depuis les années 60, avec des rébellions successives, et comme venait de le dire Guéba, donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Nous sommes dans une zone assez conflictuelle avec le Soudan. La République centrafricaine. Ah, oui, voilà, merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Donc c'est une zone assez fumante, et avec les enjeux géopolitiques. Il ne faut pas oublier ça aussi. La Libye n'est pas loin. Et aujourd'hui, Mahamat Déby, il a un pied en France, il a un pied en Russie, parce que c'est la mode aujourd'hui. Voilà. Et donc tout ça... Là, nous allons revenir certainement pour la première partie, parce que tout nous ça allons va aborder aller dans tous les sens. Ouais. Sa politique régionale, internationale et même sa diplomatie, bien entendu. Karasouli, nous allons attaquer cette deuxième partie, mais bien avant, une petite pause de publicité. Merci. Mesdames et messieurs, nous revoilà pour la deuxième partie de cette édition dédiée spécialement au Tchad post-électoral. Karasouli, Oui. avant de débuter, allons sur le terrain écouter les principaux candidats, en l'occurrence Masra Succès et M. Mahamat Déby Itno. Président de la transition, toute son équipe, tous les autres auront leur place à mes côtés en tant que chef d'État. Un Tchad dans lequel civils et militaires travailleront ensemble, chrétiens et musulmans travailleront ensemble, hommes et femmes, jeunes et vieux. Un Tchad réconcilié, un Tchad intergénérationnel, tourné vers l'avenir, capable de travailler avec les partenaires du Tchad à l'international, mais aussi capable d'avoir des résultats pour son peuple. Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte, promet la réconciliation. Dans ce Tchad de demain, si je suis élu, ma main sera toujours tendue pour continuer à réconcilier les Tchadiens et à faciliter les conditions de retour à ceux qui désirent revenir au bercail. Ces impératifs seront au centre de mes priorités. Merci. Alors, Kara, le président élu, fraîchement élu, Mahamat Déby Itno, il promet de travailler déjà avec tout le monde. C'est ce qu'a dit aussi Masra, son challenger. Oui. Il travaille avec tout le monde, hommes, femmes, petits, vieux, voilà. Toute la couche sociale tchadienne. Mais par contre, on va s'intéresser beaucoup plus à celui qui a gagné, le vainqueur. Oui, voilà, tout à la fait. réconciliation. Donc, et d'abord, rapidement, avant de parler du vainqueur, parce qu'on a d'abord écouté les électeurs. Tout à l'heure, quand on avait écouté les électeurs, et d'après ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont un désir de changement. Donc, dans leur intervention, ils ont tous chacun parlé de changement, d'évolution, de développement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on décortique attentivement cela, et ça veut dire que le changement, c'est peut-être avec l'opposant, en effet. Mais les résultats... Mais quel opposant? C'est ça le problème, le point que nous avons abordé pour la première partie. Il faut qu'il y ait un opposant, parce que nous avons Saleh Kenzabo, qui n'est plus cet opposant durant 30 ans, qui s'est battu pour les Tchadiens, malheureusement, qui a joué le jeu du pouvoir, et aussi le premier des transformateurs, Massa Succès, sur qui beaucoup de Tchadiens comptaient, des millions de Tchadiens comptaient, et qui malheureusement a fait des marchés, a conclu des marchés au dos de la base, comme on a dit dans la première partie, monsieur Nguebla. Oui, parce que c'est une situation inédite.
une situation inédite, un Premier ministre et son président de la République qui s'opposent aux urnes. Donc c'est une situation inédite. Donc c'est pourquoi on ne sait pas, comme tu dis, on ne sait pas si on va l'appeler opposant ou allié, parce que chacun a joué sur sa stratégie. Donc maintenant, officiellement, c'est Idriss Déby, Mamad Idriss Déby qui a remporté les élections haut la main dès le premier tour. Avec plus de 61%. Voilà. C'est un chiffre rond quand même. D'ailleurs, c'est des chiffres ronds, ils ont tous eu des chiffres ronds. Donc du coup, ça évoque même la suspicion. L'ange ne voulait pas se... Parce que l'autre, Mamad Idriss Déby, a eu 61%. Masra 18%. Masra 18%. Et 16%. Donc, 16%. Voilà, 16% pour le troisième. Eh bien, donc, des chiffres ronds qui donnent la suspicion. Parce qu'au moins, dans un résultat, on dit 61, bon, c'est mathématique, donc là, c'est pas... Des chiffres aussi ronds. Et je crois que l'ange, donc l'organisateur des élections... C'est tout sauf un ange. A éliminé les virgules hein, l'anachronique, pour garder les chiffres ronds. Et donc, les électeurs décident et souhaitent le changement, un changement, mais donc ce changement, parce que les deux aussi candidats ont prôné le changement. Et Idriss Déby, le vainqueur, disait qu'il tend sa main pour tous les opposants et même pour ceux qui sont... Retour au Bercail. Voilà, en exil, ils peuvent retourner au Bercail, mais est-ce que ce sont des discours électoralistes tout simplement, ou bien c'est réellement ce qu'ils pensent et ce qui va se passer. Je crois que notre Tchadien qui connaît très bien... Nous avons notre frère Makaïla qui est là. En quel âge? Alors, pensez-vous qu'il est sincère? Écoutez, la sincérité de monsieur le président Mamad Idriss Déby a été toujours remise en cause. Hein. Nous étions venus de Paris pour l'aider. Nous avons constaté que, de notre point de vue, il y a un engagement et un discours propagandiste. Et donc, c'est ce qu'on a constaté également aussi aujourd'hui, hein, des promesses faites pendant le... Maintenant qu'il est élu, pense qu'il va vraiment appliquer ce qu'il a dit? Il aura une marge très réduite parce que moi, je m'occupe plutôt sur l'aspect droit de l'homme. À l'époque, quand j'étais au Tchad, ma préoccupation était de faire en sorte que l'espace civique et politique soit assaini et ouverte. Et la preuve, c'est que quand on a essayé de faire venir des personnalités à un niveau élevé pour qu'ils rencontrent au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et d'autres personnalités pour qu'on rencontre le chef de l'État afin qu'ils discutent avec lui, j'ai l'impression que les gens évitaient ces personnalités. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre des engagements avec des institutions internationales qui, après, ça peut peut-être lui poser problème. Donc je pense que c'est tout ça. Quand on écoutait son discours, on pense que c'est des discours propagandistes, électoralistes, visant à faire rallier à sa position, à sa cause, les électeurs. Mais une fois que l'élection est remportée, je pense qu'on sera très loin. On va revenir aux fondamentaux, de réaliser les promesses faites aux populations. Et donc, il faut que le président de la République, s'il veut être sincère avec le peuple tchadien, il faut qu'il se débarrasse effectivement des gens qui ont toujours retenu et qui ont induit en fait son père en erreur et qui sont encore autour de lui et qui vont peut-être l'encourager à aller dans cette même voie et l'induire dans la même erreur et créer une situation d'instabilité permanente. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça en fait le constat que nous avons fait. Est-ce que vous pensez que les recours qui ont été faits principalement avec Massa Succès, vont avoir gain de cause? Non, aucun recours n'aura gain de cause, étant donné que le Conseil constitutionnel est un Conseil constitutionnel totalement acquis au pouvoir. La seule voie de recours qui va rester à M. Succès Masra, c'est de faire à l'international, c'est-à-dire de saisir une saisine internationale, la Cour européenne, la Cour ce qui va prendre africaine. Du temps. Justement, ça va prendre un peu du temps, et donc du coup, c'est ce qui s'est passé également. Mais l'avantage de ces recours de saisine internationale pourront peut-être poser un problème de légitimité au président. Si jamais les juridictions internationales, les instances internationales se saisissent de ce dossier tchadien et si M. Masra arrive à démontrer à la face du monde que le vrai résultat, il les détient et que les résultats qui ont été rendus publics par le Conseil constitutionnel ou mélange sont de faux résultats. Et là, ça va peut-être créer un déclic au sein de l'Union européenne qui aussi déjà a émis des réserves par rapport à un communiqué de presse qui était très très vigilant par rapport aux conséquences post-électorale de cette élection. Donc du coup, moi je pense qu'il appartient maintenant, ce combat dépasse le niveau de Succès Masra. C'est un combat qui va prendre une ampleur plutôt nationale. Si Succès Masra engage son parti seul et part perdant, il faut absolument qu'il tende la main à la société civile, à l'opposition pour leur dire, écoutez, votre victoire a été volée, je demande à ce qu'on essaie de m'accompagner dans une voie de contestation légale, mais à l'international.
Alors, si à recours Ferdinand Haïté, comment les principaux challengers pourraient-ils faire pour pouvoir avoir gain de cause? Non, si jamais il y a eu... Non, je pense que c'est plié. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il venait de le dire, les cours constitutionnels ou les conseils constitutionnels en majorité en Afrique confirment toujours les résultats qui sont proclamés par les commissions électorales. Et rares sont les pays qui ont fait le contraire. Et donc, encore que le conseil constitutionnel est dirigé par des gens du clan. Je ne les vois pas dire le contraire de ce qui a été déjà dit par la commission. Et donc, après, il faut s'organiser. Mais ça va être très difficile parce que là, Succès Masra est éjecté de l'appareil de l'État. Il retrouve aujourd'hui sa place d'opposant, mais beaucoup plus affaiblie. Parce qu'avant, il avait une base qui croyait en lui. Vous venez de le dire, le doyen l'a dit, que beaucoup de gens sont en train de quitter sa barque parce que les gens étaient déçus, les gens estiment qu'il les a trahis. Et donc, il aura du mal d'abord à rassembler son propre camp et aller au-delà de son camp. Donc là, pour vous, vous pensez que M. Masra, Succès, est politiquement enterré? Non, tant que l'homme politique n'est pas physiquement mort, il n'est pas politiquement enterré. Les circonstances peuvent le permettre de rebondir un jour. Mais là, il a perdu beaucoup de crédibilité vis-à-vis de l'opinion de ses électeurs, des gens de son parti. Et il aura du mal à rassembler l'opposition. Encore que, il faut que le président ou celui qui vient d'être élu lui laisse la main. Parce que là, il semble qu'il est en résidence surveillée. Et si demain on ne lui retire pas son passeport pour qu'il ne puisse pas voyager, vous savez comment ça se passe en Afrique, parfois c'est très violent. Et donc, je me dis, il va avoir énormément de difficultés à rebondir. Maintenant, il y a d'autres forces dans le pays, il y a des gens qui tiennent des armes, qui font beaucoup de bruit. On venait de parler de la zone qui est totalement conflictuelle, ce qui fait qu'en fait, le clan Déby, aujourd'hui, ne va travailler qu'à renforcer les bases de son pouvoir, plutôt que de développer le pays. Et vous savez donc là, pour comprendre, vous êtes en train de penser que le nouveau gouvernement qui sera mis en place sera un gouvernement sécuritaire. Ah oui, les enjeux sont là. Oui, non, les enjeux sont là. Il y a le terrorisme, il y a une espèce de rébellion qui est là avec... à l'Est. Voilà, à l'Est. Et donc, ce sera la priorité. On vous dira, tant qu'il n'y a pas la paix dans le pays, on ne peut pas parler fondamentalement de développement. Donc, il y a une grande partie de la manne pétrolière, le doyen a rappelé le pourcentage qu'ils ont, qui sera investi dans l'achat des armes, dans l'achat de tout ce qui... Alors que le Tchad compte plus de 40% de sa population pauvre. Karassouli, on a parlé des partenaires du Tchad. Eh bien, oui, partenaires historiques de ce grand pays d'Afrique centrale et sahélienne. La France, déjà, qui est un grand partenaire du Tchad. Et donc, d'ailleurs, je crois que si ma mémoire est bonne, parmi les chefs d'État occidentaux, le président Macron était le seul à aller adouber le président tchadien pendant la transition. La transition. Donc, sa prise de poste en tant que président de transition. Justement. Donc, après juste le décès de son père. Donc, je crois que il sera bien évidemment soutenu par la France, parce qu'il y a une base militaire française au Tchad qu'il faut savoir. Et donc maintenant, ce qui reste à faire, parce que les Déby, on le sait, je crois qu'il va le confirmer, ça a toujours été un régime autoritaire, ça a toujours été un régime militaire. C'est un jeune président qui vient d'être élu. Il n'a que 40 ans, oui. Tout comme il est son né en challenger. 1984. Donc, voilà. Il peut avoir une autre vision. Parce que je ne suis pas beaucoup plus d'accord avec ce qu'il a dit Makaïla, parce que mais non, Roka, n'est pas Déby père. On a vu comment ils ont massacré son cousin. Yaya Dilo. Oui, mais attends, c'est violent. Comme vous venez de le dire, les enquêtes ont été ouvertes, donc rien ne montre que c'est Déby fils. Non, mais souvent, ça peut arriver que ce sont les proches du président qui agissent dans l'ombre pour éliminer souvent certaines personnes qui gênent. Donc, pour revenir aux partenariats par exemple, nationaux, internationaux, sous-régionaux, nous savons que la France est sur place, mais le président Déby a effectué tout récemment, bien avant les élections, en Russie. Oui. Est-ce que vous pensez que ces genres
d'ouverture à d'autres partenaires pourrait engendrer d'autres frustrations. Oui, parce que partenaires traditionnels. Comme beaucoup de régimes africains en ce moment, c'est à la mode. Donc, ils diversifient leurs partenariats. D'abord avec le partenaire traditionnel qui est la France et l'Union européenne, bien sûr, mais également avec la Russie. Donc, vaut mieux surtout multiplier les partenaires que d'en limiter. Donc, aujourd'hui, c'est exactement cette voie que le président tchadien a suivi. Donc, il a effectué un déplacement en Russie et donc surtout en cette période de tension, donc il peut, comme ils le disent, il peut utiliser une bonne partie de la manne financière pétrolière pour acheter des armes. Et on sait très bien qu'il n'y a pas un marché d'armes dans le monde que la Russie. La Fédération de Russie. Voilà. Parlons des partenaires du gouvernement, du futur gouvernement, comme ça a été dans le temps. On pensait que Mahamat Idriss Déby est en train de tourner le dos à la France et qu'un jour, la France va se voir aussi chasser de ce pays, là où il a sa base, ses bases militaires, bien entendu. Mais écoutez, les indices qui nous signalent montrent, mais les indicateurs nous font comprendre qu'il y a les Américains qui sont partis. La base militaire américaine, vous savez, la base militaire française en N'Djamena cohabite également des Américains et des Anglais et donc de forces européennes. Là, les Américains, un bon matin, ils ont reçu un courrier leur demandant soit qu'ils restent, soit ils payent la base. Les Américains décampent. Il reste quoi? Il reste les Français. Il a expliqué. Maintenant, la nouveauté en Afrique, c'est quoi? La mode, c'est que le Niger, le Burkina et le Mali se sont tournés vers la Russie. Sans oublier la Russie centrafricaine. Et le Soudan à côté. Donc, ces pays africains ont souhaité d'avoir un nouveau partenaire, la Russie. Et qui, pour nous, la Russie, représente aussi une menace. Une menace pourquoi? Parce qu'une menace pour la démocratie, menace également parce qu'en fait, la Russie vient avec l'obsession d'armer un pouvoir pour réprimer sa population. Et si ce pouvoir est armé par la Russie, les forces démocratiques n'auront plus de marge de contestation. Et c'est ça qui fait comprendre à l'opinion publique tchadienne et l'opinion internationale que la France risquerait d'être éjectée du Tchad. Alors, quelle politique, selon vous, si vous devez conseiller les autorités françaises, quelle politique les autorités françaises doivent mettre en place pour éviter ce qui s'est passé en Centrafrique, au Mali, mais nous tout simplement dans l'AES? Nous, quand on était dans l'opposition en France, on avait aussi conseillé la France. Ouais. On lui a demandé d'être plutôt proche du peuple que d'être proche des dirigeants. Et on voulait dire à la France de créer les conditions d'une alternance pacifique permettant l'accession au pouvoir par les urnes des gens capables effectivement de lui garantir les intérêts et la coopération saine, que de miser sur des régimes impopulaires, ravalés, autoritaires, contestés par la population. Et donc la France n'a pas écouté. Elle a perdu le Mali, elle a perdu le Niger, elle a perdu le Burkina. Là, elle est en train de vaciller au Tchad. Rien n'exclut au regard des rapprochements entre la Russie et le Tchad, qu'une tentation du chef de l'État, avec son entourage, d'aller vers Moscou. Et s'il part vers Moscou, forcément qu'il ne peut pas avoir une cohabitation entre la Russie et la France au Tchad. Étant donné que les Français et les Russes n'ont pas trouvé un consensus sur l'Ukraine, est-ce qu'ils pourront avoir un consensus sur le Tchad? Je pense que. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, la France est piégée aussi. Au même titre que Succès Masra, la France est piégée. Les Américains se sont retirés. Ils ont une ambassade, mais la base, les troupes américaines qui sont au Tchad sont partis. Il ne reste que la France. Et la France se trouve en difficulté. Et au-delà de la France, c'est l'Europe qui est en difficulté au Tchad. Tout à fait. Est-ce que vous croyez que Masra, sa sécurité ou sa vie est en danger? Bon, Succès Masra, je dirais oui et non. Succès Masra aujourd'hui dans une situation très difficile, étant donné qu'il y a cette épée Damoclès qui pèse sur lui liée à la poursuite, au mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui avant qu'il signe cet accord de Kinshasa. Et donc, rien n'exclut qu'ils peuvent aussi... Oui, mais il a bénéficié d'une amnistie. Et cette amnistie, justement, la question du mandat d'arrêt n'a pas été évoquée, n'a pas été résolue totalement. Ce qui fait craindre qu'on peut rebondir pour l'inquiéter, rebondir par ce mandat d'arrêt, inquiéter sur ces masses-là. Et donc, sa vie peut être en danger, étant donné que vous avez vu depuis la proclamation provisoire des résultats, des armes ont été tirées dès 19h ou bien de 20h jusqu'à 3h du matin. Beaucoup de gens étaient morts, étaient tués. Donc, du coup, nous pensons que la vie de Succès Masra peut être aussi en danger si jamais la communauté internationale ne se mobilise pas sur le Tchad. Nous avons écouté le président élu quand il était candidat.
candidat président, maintenant président élu, le retour de tous les Tchadiens sur le sol tchadien? Nous, il nous a tendu la main en 2021. On était rentrés. On a constaté de l'intérieur qu'on voulait faire évoluer les choses. Vous n'avez pas été en prison. Au contraire, vous avez été nommé. Non, bien au contraire, je n'ai pas été en prison. Parce qu'en fait, j'ai une attitude responsable. J'ai été conseiller aux droits de l'homme. Je n'ai pas voulu vraiment... Les propositions que je faisais, c'était on peut travailler sur la base de notes, donc de fiches, des propositions conséquentes. Mais d'autres personnes étaient en prison. Il y avait Abdallah Chidi qui était en prison. Il y a d'autres opposants qui, aujourd'hui, je vous parle, à l'heure où on est en train de faire un débat, un opposant a quitté Londres, qui était un jeune lanceur d'alerte, qui a quitté Londres, il était en demande d'asile. Il est rentré au Tchad, il est aujourd'hui incarcéré au Tchad. Qui ne dit pas qu'il y a des opposants qui vont venir, si le président n'est pas sincère, ils pourront être inquiétés. Donc du coup, nous pensons qu'il faut que sa politique de la méthode soit beaucoup plus sincère et inclusive. Et surtout participatif, permettant aux gens de partager également avec lui le pouvoir. Vous êtes le voisin le plus proche, le plus... on va dire le plus proche de la République centrafricaine. Les autorités centrafricaines, avec les autorités tchadiennes, ont mis en place une force mixte, accompagnée par les Français. Pensez que le maintien de la base française à Djamena et à Béché, dans toutes ces régions, on va dire à Moundou, peut faciliter, comment dirais-je, avec le nouveau gouvernement qui va arriver, une bonne réconciliation entre le peuple, entre les autorités tchadiennes et les autorités centrafricaines. Parce qu'il n'y a pas de problème, il faut le signifier pour nos téléspectateurs, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Par contre, c'est BD Bipère à l'époque qui voulait déstabiliser le Tchad. Est-ce qu'aujourd'hui, la Centrafrique, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez qu'avec la politique qui pourrait se faire, ou ce que vous avez vécu il y a 3 ans, les choses peuvent changer entre les deux États? Écoutez, vous savez très bien que le Tchad a accueilli depuis un certain des opposants du Nord, qui sont en Djamena, hébergés dans des hôtels, à Radisson, etc. Depuis 2-3 semaines, bientôt un mois, des opposants qui sont arrêtés, des opposants centrafricains basés au Tchad, financés par l'Angola, sont aujourd'hui arrêtés au Tchad. Parce qu'en fait, cet accord qui liait effectivement la protection de ces réfugiés. Il faut parler des chefs rebelles. Des chefs rebelles, justement. Les chefs rebelles au Tchad inquiètent de leur base militaire qui sont au nord de la Centrafrique. Et donc, il faut absolument que les deux États, qui sont des États frères, parce qu'ils ont des rapports historiques et des liens historiques, essayer de faire en sorte qu'on pacifie les frontières. Là, la commission, elle lit, c'est une commission tripartite. Il y a le Tchad, Centrafrique et le Soudan. Le Soudan s'est embrasé. Hier, c'est le Tchad et le Soudan. Et donc, les deux pays doivent nécessairement faire en sorte que la fluidité des rapports entre les deux personnes, d'ailleurs, la circulation des biens et des personnes et des biens, mais également la question sécuritaire. Or, on a l'impression que le Tchad, s'il ne joue pas franc jeu avec la Centrafrique, c'est ce qu'on appelle... Les deux pays vont s'opposer par rébellion interposée. Tout à fait. Et nous souhaitons que le rôle de la France, une fois de plus, qui a accueilli récemment, la semaine dernière, Touadéra était en Djamena à Paris. Et donc nous pensons que la reprise des relations entre la Centrafrique et la France puisse quand même permettre à ce que le Tchad également s'inscrive dans une dynamique de réconciliation et surtout de paix transfrontalière entre la Centrafrique et le Tchad. En tout cas, nous arrivons au terme de ce débat, très enrichissant, Karasoli. Oui. Je pense que nous ne sommes pas venus mais vides, surtout vous n'êtes pas venus mais vides. Et parce que durant tout ce temps, au bout de 2 mois d'émission de votre magazine À vous de convaincre, avant de remercier mes invités, nous avons eu des messages de nos téléspectateurs. Effectivement, et donc vous avez relevé les noms. Tout à fait. Beaucoup de messages de nos téléspectateurs qui nous encouragent dans l'émission et donc nous tenons à leur remercier. Donc je commence d'abord par Blandine Bagaza depuis Paris, donc qui est dont on remercie de nous avoir de regarder cette émission et de nous avoir encouragés. Les comités Miss Afrique Diaspora et Centrafrique Gabon et Gambie, Mali, et donc nous leur remercions également. Ensuite, il y a Samson Ferrara à Bangui et en République centrafricaine. Il y a mademoiselle Cheryl Landung, étudiante au Ghana, et puis Wilfrido Mecheba à Paris. Nous avons également donc madame Karine Dédé depuis Bordeaux. Nous avons Adrien Koundou Zalia depuis le Cameroun. Nous avons Bernard Lemassa depuis Paris. Nous avons madame Landoum Joël depuis Bangui en République centrafricaine. Et Elage Morikeba Dramé et son épouse Matidion Dramé Binta
Bintou Dramé depuis Paris, Naba et Siré Soli depuis Paris, Binta Dramé, et Chaman Savané depuis Paris, Fanta Soli, Kumbassao, Kadidjatou Diallo, Diakon Soli depuis le Sénégal, Dialfat Madiba, Sadio Savané, Nyamo Dramé, Adia Savané, Oumou Savané, Fatou Boto Dramé, Sunkar Dramé, Aïssatou Dramé. Donc Kabirou Soli et Lamine Soli. Donc nous remercions tous ces téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages et nous pensons qu'ils vont regarder aussi, suivre aussi cette émission sur le Tchad que nous venons d'effectuer et ils vont faire le large partage du lien de cette émission ROCA. Voilà. Merci beaucoup Karasoli. Je remercie Makaila. Je te remercie d'être venu. L'émission est finie, donc on peut se tutoyer. Mais bon, d'accord. C'est moi qui te remercie. Je te remercie d'être venu et puis d'avoir apporté tous ces éléments pour comprendre mieux. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on parle du Tchad, ce pays, ce grand pays. Et nous espérons qu'avec l'élection du président de transition qui est devenu président légitimement élu, les choses vont pouvoir changer dans votre pays. Espérons bien. Merci aussi pour Télécite, pour tout ce que vous faites sur l'Afrique et sur le Tchad. Merci également aux différents intervenants, notamment Ferdinand et notre chroniqueur. Je suis très ravi de retrouver le plateau Télésuite. Merci. Merci à toi, Ferdinand. Merci d'être venu. Merci. Merci d'Afrique de l'Ouest, mais tu maîtrises pas mal aussi la géopolitique africaine. Donc voilà, ce n'est que le début. Voilà. Merci beaucoup. Karasoli, je te remercie de m'avoir accompagné durant toutes ces minutes d'échange. Exactement, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à nos deux invités qui ont été très, très efficaces et, sur ce plateau et qui ont abordé ce sujet avec beaucoup de sérénité. Donc, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci. Donc, je remercie aussi l'équipe technique dirigée par Romain de Clicquot-Domingue et d'avoir tenu ce débat en coulisses. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. À vous de convaincre, vous êtes un homme, une femme d'action, vous avez des idées, des projets et des réalisations. C'est ici, sur le plateau de Global Africa, que vous venez nous convaincre.